certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Le Vatican a longtemps refusé de publier ces mystérieuses prophéties sur l'avenir du monde. Que cachent vraiment les énigmatiques secrets de Fatima? Le célèbre quotidien, le New York Times, va évoquer l'annonce d'une guerre nucléaire pouvant anéantir la Terre. En 2009, le film Phénomènes paranormaux avec Mila Jovovich évoquait une effrayante série d'enlèvements extraterrestres survenus à Nome, en Alaska. Un scénario glaçant, inspiré de faits réels. Rien qu'en 1998, 8 personnes vont disparaître au même endroit sans laisser aucune trace. Cette maison de l'horreur a marqué l'histoire criminelle des États-Unis. Découvrez l'étrange propriété Borden, hantée par les fantômes d'un horrible massacre. Cette maison n'est pas seulement la maison du crime, on l'appelle aussi la maison aux esprits parce qu'elle serait hantée. Une expérience secrète menée en 1943 par la marine américaine a-t-elle propulsé un navire en 1984? Retour sur l'incroyable histoire à l'origine du film, l'expérience de Philadelphie. Cette expérience aurait été menée par la marine militaire américaine le 28 octobre 1943 et aurait eu des conséquences désastreuses. Les employés de cet hôtel racontent y avoir vécu des manifestations surnaturelles. Que se passe-t-il dans l'inquiétant Point Lookout Mountain et sa terrifiante chambre 12? On raconte partout que cet hôtel est hanté et quelque chose d'invisible s'en prend aux clients. Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro inédit d'Enquête paranormale. On les appelle les secrets de Fatima, du nom de ce village portugais où en 1917, 3 enfants disaient avoir vu la Vierge Marie et reçu de mystérieuses prophéties sur l'avenir du monde. Gardée longtemps secrète par le Vatican, certains sont allés jusqu'à détourner des avions de ligne pour obliger le pape à en révéler le contenu exact. Mais que contiennent vraiment ces inquiétantes prophéties? Le Vatican a-t-il dissimulé une partie du message, annonçant notamment l'assassinat du pape et, plus effrayant encore, la fin du monde? On les appelle les secrets de Fatima, et depuis plus d'un siècle, ces étranges prophéties intriguent le monde entier. Si beaucoup en ont peur, c'est que les événements qui se sont déroulés au Portugal restent une énigme, y compris pour la science. Le célèbre quotidien, le New York Times, va évoquer l'annonce d'une guerre nucléaire pouvant anéantir la Terre. Doit-on croire ces enfants qui disent avoir reçu de la Vierge ces mystérieuses prophéties? Ces 3 enfants racontent que la dame, comme ils l'appellent, leur a promis un miracle. Ce 13 octobre 1917, devant 70 000 personnes, il va manifestement se passer un événement totalement inexplicable. Pour quelles raisons accuse-t-on le Vatican de n'avoir pas tout révélé? Tous les papes qui se sont succédés au Vatican vont prendre connaissance du 3e secret. Et à chaque fois, ils vont renvoyer la lettre écrite par Lucia Santos sans jamais oser la publier. Le 3e secret de Fatima évoquerait la chute de l'Église et la fin du monde. Retour sur les incroyables secrets de Fatima, ou comment de terrifiantes prophéties nous annoncent la fin du monde. Nous sommes le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre de Rome au Vatican. Ce jour-là, sous l'objectif des caméras du monde entier, le pape Jean-Paul II s'écroule, victime d'une tentative d'assassinat. Chose incroyable, cet événement tragique aurait été annoncé lors d'une mystérieuse prophétie faite 64 ans plus tôt à 3 jeunes enfants d'un village du Portugal. Le 13 mai 1981, en plein milieu de la place Saint-Pierre au Vatican, Jean-Paul II, pape de l'Église catholique depuis 3 ans, est victime d'une tentative d'assassinat. Cet attentat se déroule en direct devant les caméras de télé et va bien sûr connaître un retentissement mondial.
Ce jour-là, ce sont 2 hommes qui vont faire feu sur le pape et tel un miracle, le pape va réussir à s'en sortir. Des 3 balles tirées sur lui, une seule va l'atteindre et cette balle qui devait le toucher en plein cœur va être déviée par son index. Jean-Paul II, il va y voir une intervention divine. Et cette balle du miracle, il va l'envoyer 1 an plus tard, en guise de remerciement, à Fatima, au Portugal. Fatima, c'est l'endroit où, en 1917, soit 64 ans avant, a été annoncé cet attentat à 3 petits bergers portugais. On raconte que ces 3 enfants auraient vu une dame lumineuse, qui serait en fait la Vierge Marie, et cette dame lumineuse aurait annoncé des prophéties à ces enfants, sous la forme de 3 secrets. Parmi ces 3 prophéties, la 3e parle d'un évêque vêtu de blanc, entouré par la foule et qui sera tué par un projectile. Cette prophétie, selon le Vatican, c'est l'attentat du 13 mai 1981 contre Jean-Paul II. On raconte que le pape, couché sur son lit d'hôpital, a demandé que l'on sorte le 3e secret des archives du Vatican pour pouvoir le lire. Si des journalistes et des chercheurs se passionnent autant aujourd'hui pour ces prophéties, c'est qu'on accuse le Vatican de ne pas avoir donné le réel contenu du 3e secret. Le 3e secret de Fatima évoquerait la chute de l'Église et la fin du monde. Et si beaucoup en ont peur, c'est que les événements qui sont intervenus au Portugal en 1917 restent une véritable énigme, y compris pour la science. Que disent vraiment les inquiétantes prophéties délivrées 64 ans plus tôt à 3 jeunes enfants du Portugal? Pour comprendre cette incroyable histoire, il faut remonter au 13 mai 1917 dans le petit village de Fatima, un endroit reculé, théâtre d'une série d'événements surnaturels. Fatima est située à 130 km au nord de Lisbonne et aujourd'hui c'est une ville de 11 000 habitants. Il faut s'imaginer qu'en 1917, Fatima, c'est un tout petit village, à peine 200 habitants. C'est à partir du 13 mai 1917 que tout va changer et que Fatima va devenir un lieu de pèlerinage connu dans le monde entier. 3 jeunes enfants du village vont raconter avoir assisté à une série d'apparitions surnaturelles incroyables. Ces 3 enfants s'appellent Lucia Santos, elle a 10 ans, et elle est accompagnée de ses 2 cousins, Jacinta Marto, qui a 7 ans, et Francesco, qui lui a 9 ans. Ces 3 enfants sont issus d'une famille paysanne, ils ne savent ni lire ni écrire, et leur journée, ils les passent à garder les moutons autour de leur maison. Le 13 mai 1917, le destin de ces 3 enfants va tomber dans l'irrationnel. Ils sont avec leurs moutons dans un endroit qui s'appelle la Cova da Iria, et là, ils racontent avoir vu apparaître une dame vêtue de bleu. Les 3 enfants, interrogés séparément, parleront d'une belle dame faite de lumière et tenant un chapelet à la main. Cette apparition surnaturelle va se manifester aux enfants à 6 reprises pendant l'année 1917, toujours au même endroit et le 13 de chaque mois. À quel incroyable phénomène surnaturel Lucia Santos et ses 2 cousins ont-ils vraiment assisté dans cette prairie des abords du village de Fatima? Alors que beaucoup y voient une manifestation divine de la Vierge Marie, les autorités religieuses, tout comme la police locale, vont réagir brutalement. Les 3 enfants racontent aux villageois et à leur famille que cette apparition leur parle, qu'ils prient avec elle, mais surtout que cette dame de lumière leur a confié des secrets. Ces 3 secrets, ce sont en fait des prophéties. Et on sait que ces prophéties auraient été dites le 13 juillet 1917, lors de la 3e apparition. Et les enfants disent qu'ils ne peuvent pas en révéler la teneur pour l'instant. Imaginez la tête de la famille et des villageois lorsque Lucia Santos, qui est âgée de 10 ans, et ses 2 cousins qui ne savent ni lire ni écrire vont raconter tout cela. Pour beaucoup à Fatima, comme dans toute la région, il ne fait aucun doute que ces 3 enfants ont assisté à une apparition mariale, c'est-à-dire de la Vierge Marie. Mais lorsque les autorités religieuses vont apprendre ce qui se passe, là, la réaction va être brutale et cela ne fait aucun doute que ces enfants sont des menteurs. L'affaire va prendre une telle ampleur que ces 3 enfants âgés de 10, 9 et 7 ans vont être jetés en prison. Sur ordre du gouverneur de la région, ils sont arrêtés le 12 août 1917. Eh bien, ces 3 enfants ne vont jamais céder. Ils vont toujours répéter la même chose sans jamais changer de version. On sait que le gouverneur lui-même s'est déplacé pour voir Lucia Santos dans sa cellule. Cet homme va exiger non pas des aveux de mensonges, mais le contenu de ses prophéties. Sauf qu'elle va lui tenir tête. Heureusement, ces 3 enfants vont être libérés au bout de 2 jours, mais évidemment, ils vont être bouleversés.
Pour prouver à tous qu'ils disent la vérité, les enfants vont affirmer que le 13 octobre 1917, soit 3 mois plus tard, va se dérouler un miracle à l'endroit des apparitions à 14h. Ces 3 enfants racontent que la dame, comme ils l'appellent, leur a promis un miracle ce jour-là pour que les gens croient à ces apparitions. Alors qu'à travers le Portugal, l'étrange rumeur de la réalisation d'un miracle se répand, 70 000 personnes convergent le 13 octobre 1917 vers la fameuse prairie de la Cova da Iria. Et chose incroyable, un phénomène encore à ce jour inexpliqué va bouleverser les milliers de témoins présents ce jour-là. Le 13 octobre 1917, ce n'est pas moins de 70 000 personnes qui vont rejoindre Lúcia Santos, Jacinta et Francesco Marco sur les hauteurs de Fatima, à l'endroit où se produisent les apparitions de la Vierge Marie. Il y a là autant de sceptiques que de croyants. Des paysans côtoient des médecins, des ingénieurs, des policiers, des membres du clergé ou même des journalistes. Ils ont tous fait le déplacement. Il fait un temps de chien, les gens attendent dans la boue, sous la pluie, mais ils ne savent même pas ce qu'ils attendent. Ce jour-là, un journaliste du nom d'Avelino de Almeida est présent. Il travaille pour un journal très célèbre à Lisbonne qui s'appelle Le Siècle. Et lui, il va raconter en détail ces événements. Ce témoignage est intéressant car Avelino de Almeida est un journaliste qui travaille pour un journal qui est connu pour être ouvertement contre la religion. Pour lui, le rendez-vous du 13 octobre, c'est une très bonne façon de ridiculiser toute cette histoire de surnaturel. Sauf que ce 13 octobre 1917, devant ces 70 000 personnes, il va manifestement se dérouler un événement absolument paranormal. En effet, ce jour-là, des milliers de témoins vont assister à un étrange phénomène, des événements surnaturels et jamais scientifiquement expliqués. Les événements survenus le 13 octobre 1917 sont aujourd'hui connus dans le monde entier sous le nom de miracle du soleil ou de danse du soleil. Le journaliste Avelino de Almeida raconte que vers 14h, Lúcia Santos a demandé aux gens de fermer leurs parapluies. La foule va s'exécuter et, chose étrange, la pluie va s'arrêter immédiatement et le soleil va apparaître. Avelino de Almeida, qui ne croit pourtant pas au miracle, va parler du soleil comme une plaque d'argent que tout le monde peut voir sans être ébloui et qui bouge dans le ciel. Les témoins diront que le soleil s'est mis à faire des rotations sur lui-même, à monter, à descendre. Ils diront c'est comme s'il dansait. On sait qu'au cours de ce spectacle assez incroyable, la foule a vécu un véritable moment de panique. Le soleil se serait rapproché de tellement près que les gens ont cru qu'il allait percuter la Terre. Les gens présents à Fatima ce jour-là ont cru à la fin du monde. Ce spectacle va durer pas moins de 10 minutes. Et pour tout le monde, c'est vraiment quelque chose de miraculeux, d'incroyable. D'autant que 3 mois auparavant, les 3 enfants avaient dit à tout le monde « Venez ce jour-là et vous verrez ». Ce jour-là, d'après le journaliste Avelino de Almeida, Lúcia Santos aurait annoncé la fin prochaine de la Première Guerre mondiale. Et en effet, 1 an plus tard, la paix va être signée alors que plus personne n'y croyait vraiment. Depuis ces événements, personne n'a pu expliquer exactement ce qu'il s'est passé dans ce ciel le 13 octobre 1917. Selon les astronomes de l'Observatoire de Lisbonne, aucun instrument n'a enregistré quoi que ce soit et aucun phénomène naturel n'était prévu. Quel est cet étrange phénomène observé par des milliers de témoins présents à Fatima ce 13 octobre 1917 ? Troublés par ces événements inexpliqués, les autorités du Vatican exigent de Lúcia Santos qu'elle révèle enfin les mystérieuses prophéties dont elle a eu connaissance. Au Vatican, on est bien embarrassé par le cas de ces 3 enfants, surtout qu'ils refusent de révéler quoi que ce soit. La seule révélation faite à l'époque par cette dame est que Jacinta et Francesco vont la rejoindre dans peu de temps. Et étrangement, c'est ce qu'il va se passer. L'année suivante, Francesco et Jacinta Marto meurent de la grippe espagnole. La seule survivante du trio, Lúcia Santos, va rentrer au couvent et ce n'est qu'en 1941, c'est-à-dire 24 ans plus tard, qu'elle va accepter de mettre par écrit les 2 premiers secrets. Et pour que soit couché par écrit le 3e mystérieux secret, il faut attendre 1944. Et encore, Lúcia Santos, elle y pose une condition. La prophétie ne doit pas être révélée avant 1960.
C'est l'évêque de la ville de Leiria qui va transmettre les 3 secrets au Vatican afin de s'assurer que ceux-ci ne soient pas révélés. Le 18 avril 1942, les 2 premières prophéties sont rendues publiques par le pape Pie XII. Ce jour-là, tout le monde découvre médusé que l'arrivée du communisme et la Seconde Guerre mondiale ont été annoncées le 13 octobre 1917 à 3 petits bergers portugais. On découvre aussi qu'au cours de la toute première apparition, cette dame de lumière leur aurait montré une vision terrifiante de l'enfer. Les enfants en parlent comme d'un avertissement pour les hommes. Le problème, c'est que le 3e secret, et on ne sait toujours pas pourquoi, le Vatican va refuser de le rendre public. Pour quelles raisons les papes ayant eu connaissance du 3e secret ont tous refusé de le publier? Cache-t-il de terrifiantes prophéties comme certains l'affirment? Il faut attendre le 26 juin 2000, soit 83 ans après les mystérieuses apparitions de Fatima, pour que Jean-Paul II accepte de révéler ce que contient le 3e message. En 1960, des journalistes, mais également des hommes d'église, vont demander au pape, Jean XXIII, de mettre fin à ce mystère. Étrangement, le Vatican va refuser, et de manière officielle, de rendre public le moindre contenu de ce 3e secret. Cette attitude va attiser les plus folles rumeurs. Le célèbre journal, le New York Times, va même évoquer une possible guerre mondiale comme fin du monde. La peur est telle autour de cette prophétie que les gens sont prêts à tout pour connaître la vérité. Le 2 mai 1981, un Australien va même aller jusqu'à détourner le vol Londres-Dublin avec 112 personnes à bord. Il exige de Jean-Paul II qu'il révèle la 3e partie du secret. Sauf que sur l'aéroport du Touquet, où a atterri l'appareil, les forces spéciales françaises vont réussir à libérer tous les otages. Et il faudra encore attendre 19 ans pour que le 3e secret ne soit plus un secret. En effet, le 26 juin 2000, Jean-Paul II révèle enfin au monde entier le 3e secret de Fatima. Mais des journalistes et de nombreux prêtres vont accuser le Saint-Siège d'avoir volontairement caché une grande partie de la prophétie. En juin 2000, le Vatican va enfin révéler le contenu des 4 pages manuscrites de Lucie Santos. Et on n'y lit aucune prophétie réellement apocalyptique, c'est plutôt un ensemble de symboles difficilement déchiffrables. Dans ce manuscrit, on évoque clairement un évêque vêtu de blanc suivi d'une foule. Le religieux gravit une montagne entourée de maisons en ruine et d'un paysage de chaos. Jean-Paul II dira s'être reconnu lui-même dans cette description, sauf que la prophétie parle d'un homme tué par des projectiles. Jean-Paul II, qui a survécu à l'attentat du 13 mai 1981, dira avoir échappé à la mort grâce à une intervention divine, celle de la Vierge de Fatima. Le problème, c'est que lorsque l'Église catholique du Portugal va apprendre le contenu de ce 3e secret, elle va être furieuse. Pourquoi avoir attendu plus d'un demi-siècle pour faire cette révélation, alors qu'au final, on n'apprend pas grand-chose? Des journalistes américains et italiens vont enquêter. Parmi eux se trouve l'ancien directeur adjoint de la 2e chaîne publique italienne, la Red Way. Ce journaliste très connu s'appelle Antonio Socci. Et selon lui, le 3e secret révélé est un faux. Le Vatican cacherait encore, finalement, une grande partie de cette prophétie. Gabriel Amorth, qui est un célèbre prêtre exorciste du Vatican, va même aller plus loin. Le 25 octobre 2011, il va annoncer à un journaliste espagnol que la prophétie parle du diable. Le 3e secret annoncerait en réalité la chute de l'Église trop corrompue et la fin du monde. Cela veut dire que, contrairement à ce que dit le Vatican, le 3e secret ne se serait pas encore réalisé. C'est tout l'enjeu de ce 3e secret. Est-il authentique et pourquoi le Vatican a-t-il attendu plus de 50 ans pour le révéler? Encore aujourd'hui, ce qui s'est passé à Fatima en 1917 reste inexpliqué et le 3e secret demeure une énigme. Le 3e secret de Fatima est-il annonciateur d'un avenir apocalyptique? Faut-il avoir peur de ces étranges prophéties faites en 1917 sur les collines d'un petit village portugais? Lucia Santos, la dernière des 3 témoins des apparitions de la Vierge de Fatima, s'est éteinte au Portugal le 13 février 2005 à l'âge de 97 ans. La petite bergère au centre de cette histoire surnaturelle n'a jamais voulu s'exprimer publiquement sur ce que contient le 3e secret.
L'Alaska est l'endroit du monde qui détient le pourcentage le plus élevé de disparitions. En 40 ans, la police en a recensé près de 16 000. Un lieu en particulier effraie la population. C'est la petite ville de Nome. Le mystère qui entoure cette région est tel qu'Hollywood s'en est inspiré en 2009 avec le film Phénomènes paranormaux porté par la star Milla Jovovich. Si l'on en croit le scénario glaçant, ces disparitions seraient le fruit d'enlèvements extraterrestres. En 2009, le film Phénomènes paranormaux avec Milla Jovovich révélait au monde entier l'existence d'étranges disparitions à Nome, une petite ville de l'Alaska. On peut penser que cette histoire est le fruit de l'imagination des scénaristes. Mais le problème, c'est qu'à Nome, ces disparitions sont bien une réalité. Cette petite ville d'Alaska est marquée par une série de disparitions énigmatiques. Beaucoup d'habitants croient que c'est le fait d'extraterrestres. Que se passe-t-il vraiment dans cette ville isolée de l'Amérique du Nord? Rien qu'en 1998, 8 personnes vont disparaître au même endroit sans laisser aucune trace. Les gens sont convaincus qu'une menace invisible plane sur eux. Quelles étranges découvertes les policiers ont-ils fait au cours de leur enquête? Les chiens vont suivre la piste de cet homme sur 2 km. Les chiens semblent perdus. C'est comme si cet homme s'était littéralement volatilisé. Retour sur les terrifiantes disparitions de Nome, sur lesquelles plane l'ombre des extraterrestres. Nous sommes le 6 novembre 2009 aux États-Unis. Ce jour-là, les Américains découvrent sur les écrans de cinéma le film Phénomènes paranormaux. Le scénario évoque des enlèvements extraterrestres dans une ville de l'Alaska. Cette terrifiante histoire serait basée sur des faits réels et toujours inexpliqués. Nous vous informons que certaines scènes que vous allez voir sont extrêmement perturbantes. En novembre 2009, lorsque les spectateurs découvrent sur grand écran un film qui s'appelle Phénomènes paranormaux, en anglais The Fourth Kind, ils sont sidérés. Le film a pour actrice principale la célèbre Milla Jovovich, et lorsqu'il sort sur les écrans, il est clairement indiqué que le scénario est basé sur des faits réels. Tu y étais? Je n'ai aucune explication. Imaginez la tête des spectateurs quand ils découvrent que dans une petite ville d'Alaska appelée Nome, des personnes disparaissent sans laisser de traces. Ce qui va terrifier ceux qui vont découvrir le film, c'est qu'il est question d'enlèvements commis par des extraterrestres. Il y a plus de personnes disparues que n'importe où en Alaska. Les scénaristes déclarent en fait que cette histoire s'appuie sur le témoignage troublant d'une psychologue locale. Cette femme s'appelle Abigail Tyler et elle affirme que la plupart de ses patients, qui ne se connaissent pas entre eux, décrivent tous le même cauchemar. Ils disent être enlevés durant la nuit. Il précise que ces enlèvements seraient commis par une mystérieuse présence extraterrestre. Ce film va faire polémique puisque à Nome, cette fameuse Abigail Tyler, personne n'en a jamais entendu parler. On peut penser que cette histoire est le fruit de l'imagination des scénaristes, mais à Nome, ces disparitions sont une réalité. Depuis 1988, dans cette petite ville d'Alaska, des gens disparaissent de manière inexpliquée. Et plus étrange, une rumeur s'est propagée dans toute la population locale. Beaucoup pensent que ces disparitions sont dues à une présence extraterrestre. Si la population de Nome est persuadée qu'une présence extraterrestre commet des enlèvements, c'est que dans cette lointaine contrée de l'Alaska, 30 personnes ont disparu depuis 1988, sans laisser la moindre trace. Nome est une petite ville côtière qui se situe à l'ouest de l'Alaska. Sa population est de 3000 habitants. Sa particularité, c'est qu'elle détient un triste record mondial. Il semblerait qu'à cet endroit, il y ait un nombre incroyable de disparitions, peut-être le plus élevé de la planète. On sait que cet endroit a très mauvaise réputation dans la région. Les habitants des villages les plus proches considèrent que c'est un endroit dangereux. Pour beaucoup, devoir passer par Nome pour se rendre d'un endroit à un autre, c'est prendre un risque. Celui de disparaître sans que jamais on ne vous retrouve. Si l'endroit fait peur, c'est que des gens qui s'y volatilisent du jour au lendemain, il y en a beaucoup.
Le premier cas de disparition inexpliquée remonte au 21 décembre 1988. D'après l'avis de recherche diffusé par la police, un habitant du village de 73 ans, qui s'appelle Jérôme Trigg, a disparu du jour au lendemain sans qu'on ne sache ni pourquoi ni comment. Cette disparition marque le début d'une étrange et mystérieuse série. Rien que pour l'année 1998, 8 personnes ont disparu mystérieusement. On a évoqué des attaques d'ours, des crimes liés à la présence d'un tueur en série. On a même pensé aux conditions climatiques extrêmes parce qu'on sait que cet endroit, l'Alaska, est souvent balayé par des tempêtes de neige très violentes. Le seul problème, c'est que dans tous les cas, la police ne retrouve absolument aucun indice. Il n'y a pas de corps, pas de vêtements, et plus étrange encore, elle ne retrouve aucune trace au sol. À Nome, le mystère qui plane sur ces disparitions va vraiment inquiéter toutes les familles. À partir de 2001, il va se passer des choses à Nome qui ne vont rassurer personne. En effet, le 16 août 2001, la police fédérale de l'Alaska découvre le cadavre d'un homme sur une route de la ville. Mais alors que les autorités croient avoir retrouvé l'un des nombreux disparus de Nome, une nouvelle énigme va relancer les plus folles rumeurs. À partir de 2001, à Nome, c'est la psychose qui règne. On est face à un nombre de disparitions impressionnantes et chaque affaire prend une ampleur considérable. En août 2001, coup de théâtre. Ce n'est pas une disparition qui va faire la une de tous les journaux, c'est une apparition, celle d'un corps. Le 16 août 2001, la police retrouve le corps d'un homme et c'est probablement une des seules fois où les officiers se réjouissent de retrouver un cadavre. Grâce à ce corps, on va se dire qu'il va y avoir un début d'explication, un début de réponse de toutes ces disparitions. Le problème, c'est que cette découverte, loin d'éclaircir la situation, va au contraire l'amplifier. La police va chercher à identifier cet homme, mais même après plusieurs mois de recherche, elle n'y arrivera pas. Les policiers vont enquêter dans tout l'Alaska, mais aucune personne signalée disparue ne correspond à cet homme retrouvé. On va chercher à identifier cette personne avec la technique de l'ADN, avec ses empreintes digitales. On va même procéder à une reconstitution faciale précise, mais rien n'y fait. Ce cadavre reste une énigme. L'autopsie de cet homme, dont on ignore tout, va révéler des choses encore plus étranges. D'après les médecins légistes, cet homme serait mort 7 mois auparavant, mais ils seront absolument incapables de déterminer les causes de son décès. Et quand les journalistes vont parler de cette histoire, ça va rappeler de très mauvais souvenirs à certains habitants de Nome. Il faut savoir qu'en juillet 1980, la police avait déjà retrouvé un cadavre et avait fait face aux mêmes interrogations. Comme en 2001, la police a été incapable d'identifier ce corps. Et les médecins légistes n'ont pas réussi à déterminer comment ni pourquoi la personne était morte. 20 ans après, ces deux personnes n'ont toujours pas été identifiées. À Nome, la rumeur commence à circuler que ces disparitions et les réapparitions de cadavres seraient liées à des crimes liés aux extraterrestres. Dans les années 2000, la rumeur de cette menace extraterrestre est tellement ancrée dans cette petite ville qu'elle sera le fil rouge du film Phénomènes paranormaux. Une inquiétante présence extraterrestre expliquerait-elle les étranges disparitions de la ville de Nome? Si rien ne permet de l'affirmer, en 2016, une nouvelle affaire va de nouveau semer la terreur parmi ses habitants. Le 27 juin 2016, le cauchemar des habitants de Nome recommence. Joseph Balderas, un citoyen âgé de 36 ans qui travaille au palais de justice de cette ville, disparaît à son tour. Ce 27 juin 2016, Joseph Balderas est la 24e personne à disparaître officiellement dans cette ville américaine. Cet homme sans histoire est parti pêcher le temps d'un week-end. Il faut savoir aussi que c'est un chasseur aguerri qui connaît parfaitement le coin. Puis c'est un homme plutôt athlétique et pourtant, il va disparaître corps et âme. Cette 24e disparition va choquer toute la population de Nome. Les autorités vont alors déployer une véritable armée pour retrouver cet homme. On fait appel aux policiers, on fait appel à des maîtres chiens, on va également mobiliser les pompiers et les gardes-côtes. Beaucoup de bénévoles aussi vont se porter volontaires pour ratisser toute la région. Les moyens sont considérables. On va même faire appel à des hélicoptères et des avions pour élucider ce nouveau cas inexpliqué. Le 28 juin 2016, soit le lendemain de la disparition, le véhicule de Joseph Balderas est repéré, stationné aux abords d'une voie rapide en direction de Nome. Malheureusement,
Ce que tout le monde redoutait, s'est confirmé par la suite. Que cache l'étrange disparition de Joseph Balderas? Alors que les équipes de recherche espèrent trouver une explication rationnelle, elles vont de nouveau faire face à un véritable mystère. Il faut imaginer que dans la tête de tous ces gens qui participent aux recherches, il y a une idée qui tourne, une idée qu'ils n'osent exprimer, et qui est la menace extraterrestre. Si certains jusque-là ne croyaient pas à ces thèses d'extraterrestres, ce 28 juin 2016, beaucoup vont changer d'avis. La police, quand elle retrouve ce véhicule, le véhicule de Joseph Balderas, elle ne trouve aucune trace à l'intérieur du véhicule, rien qui puisse dire où se trouve cet homme. Ce que constate la police est assez étrange. La voiture est intacte, rien n'a été volé, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de traces de lutte, et surtout, il n'y a aucune empreinte au sol. Donc la police va faire appel à des chiens renifleurs pour retrouver Joseph Balderas, et là, il va se passer quelque chose de très étrange. Les chiens vont suivre la piste de cet homme sur 2 km. Et alors qu'on pense retrouver sa trace, les chiens vont brutalement s'arrêter. C'est comme si cet homme s'était littéralement volatilisé à cet endroit. À l'endroit exact où les chiens perdent sa trace, il n'y a ni rivière, ni ravin, rien qui puisse expliquer une telle disparition. Pour tous ceux qui doutaient de cette théorie extraterrestre, ce jour-là, tous les regards se sont tournés vers le ciel. La famille de Joseph Balderas est sous le choc, mais elle refuse d'admettre cette terrible réalité. Joseph Balderas a disparu sans laisser aucune trace. Les recherches vont encore durer 6 mois et la famille propose même jusqu'à 10 000 $ à toute personne qui aurait le moindre indice. Et comme pour les autres cas de disparition, on ne retrouvera jamais son corps. Le 7 décembre 2016, il n'y a pas d'éléments supplémentaires sur cette disparition et la justice va donc prononcer le décès présumé de Joseph Balderas. Depuis l'affaire Balderas en 2016, 6 autres personnes ont disparu. La dernière affaire en date remonte au 4 septembre 2020. Une jeune femme de 33 ans a disparu en pleine journée. Ce jour-là, à Nome, lorsque la police a publié l'avis de recherche, une grande partie de la population n'a pas pu s'empêcher de lever la tête et de scruter le ciel. Si les nombreux cas de disparition de Nome restent encore aujourd'hui une véritable énigme, plus troublant encore, depuis 1988, pas moins de 16 000 personnes ont été portées disparues dans tout l'Alaska. Qu'il soit le fruit d'enlèvements extraterrestres ou non, le taux de disparition dans cet endroit reculé est 4 fois plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Chaque année, des milliers de visiteurs se pressent dans la ville de Fall River pour y voir l'inquiétante maison Borden, la maison la plus célèbre et la plus hantée de toute l'histoire criminelle américaine. Depuis qu'en 1892, un horrible massacre à la hache a eu lieu entre ces murs, cet endroit serait la proie d'étranges manifestations surnaturelles. Les fantômes des victimes se manifesteraient encore pour réclamer justice. Cette maison a connu un tragique massacre à la hache et serait depuis la proie de mystérieux phénomènes paranormaux. On raconte partout que quelque chose d'invisible lié à ce crime est encore présent dans la maison. Cette maison n'est pas seulement la maison du crime, on l'appelle aussi la maison aux esprits parce qu'elle serait hantée. Que se passe-t-il vraiment derrière les murs de l'énigmatique maison Borden, cette étrange demeure située à Fall River, aux États-Unis? Cette jeune femme raconte que peu de temps après son embauche, elle a assisté à un phénomène inexplicable dans la chambre où Abby Borden a été assassinée. La maison Borden a quelque chose d'effrayant. Tous ceux qui y dorment ou visitent cette maison disent qu'elle dégage quelque chose de glaçant. Cet endroit étrange est-il vraiment une porte ouverte sur un monde invisible? Le fait de replacer des objets d'époque avec toute l'énergie négative qu'ils contiennent a certainement ouvert une porte vers les événements tragiques de 1892. Plus de 3 ans après, personne n'a véritablement levé le mystère de ce qui apparaît sur cette vidéo. Plongé au cœur de l'inquiétante maison du massacre de Fall River, dont les fantômes des victimes continuent de réclamer justice. Nous
Nous sommes en 1996 à Fall River, une petite ville américaine du Massachusetts. Cette année-là, au 230 de la 2e rue, Martha McGinn inaugure son tout nouveau projet de bed and breakfast. Cet endroit, connu aux États-Unis pour avoir abrité un horrible massacre, serait pourtant un lieu hanté où se déroulent d'étranges phénomènes. Fall River est une ville située à 74 km de Boston. C'est une ville connue notamment pour son textile. Fall River est surtout connu aux États-Unis pour avoir été le théâtre d'une des principales énigmes criminelles de l'histoire du pays. En 1892, dans cette maison qui se situe à Second Street, soit la 2e rue, 2 personnes vont être assassinées à coups de hache. Derrière ce crime abominable se cacherait une femme de 33 ans. Elle s'appelle Lizzie Borden et cette fille de bonne famille est accusée d'avoir massacré dans des conditions abominables son père et sa belle-mère. Sauf que Lizzie Borden va être acquittée. Personne n'a aucune certitude de ce qui s'est réellement passé. Ce meurtre d'une sauvagerie sans nom reste encore aujourd'hui une véritable énigme. Cette histoire continue toujours de passionner les Américains. On vient de toute l'Amérique pour voir de près cette maison maudite. En 1990, quand Martha McGinn hérite de la maison qui appartenait à sa grand-mère, elle veut surfer sur la notoriété de l'adresse et se faire beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'à Fall River, cette maison, ce n'est pas seulement la maison d'un crime odieux. On l'appelle aussi la maison aux esprits parce qu'elle serait tentée. Selon les habitants de Fall River, après le massacre du 4 août 1892, des phénomènes surnaturels se seraient multipliés. On raconte que quelque chose d'invisible lié à ce crime serait toujours présent dans la maison. Cette immense et étrange maison de Fall River est-elle hantée, comme beaucoup l'affirment encore aujourd'hui? Les effroyables événements qui s'y sont déroulés le 4 août 1892 peuvent-ils être à l'origine des mystérieux phénomènes paranormaux observés par de nombreux témoins? Si cette maison est considérée comme hantée, c'est que tout dans cet endroit rappelle le massacre qui s'est produit à cette époque. Chacune des pièces de cette maison vous renvoie à ce fameux double meurtre du 4 août 1892. Ce jour-là, la police découvre une véritable scène d'horreur. Andrew Jackson Borden, qui est un riche promoteur immobilier et président de la Banque de la Ville, a sauvagement été assassiné de 11 coups de hache. Le cadavre de cet homme de 70 ans gît sur le canapé du salon et il a la tête quasiment coupée en deux. 130 ans après, ce salon est quasiment dans le même état que le jour du meurtre. On prétend d'ailleurs que le fantôme d'Andrew Borden hante régulièrement cette pièce. Le fantôme de cet homme aurait été régulièrement vu près du canapé, là où il a été assassiné. Ce canapé qu'on appelle le canapé de la mort n'est pas exactement le canapé sur lequel le crime s'est produit, mais il est sa copie conforme et il date de la même époque. C'est l'un des mystères de cette maison. Un autre endroit dans la propriété est réputé pour ses phénomènes paranormaux. C'est une chambre d'amis située au 1er étage et c'est là qu'on a retrouvé le corps de Abby Borden, la seconde femme d'Andrew. Le meurtrier s'est acharné sur cette femme de 63 ans qui a été frappée de 18 coups de hache. Imaginez que cette pièce, qui est considérée comme être l'une des plus hantées de la maison, est elle aussi identique à ce qu'elle était le jour du massacre. Les moquettes, les meubles, le lit, tout est absolument à l'identique. On croit même distinguer sur la moquette les traces du sang laissées par le cadavre de la victime. À Fall River, on raconte que l'esprit d'Abby Borden est resté prisonnier de la maison. Cette femme, depuis l'au-delà, réclamerait justice. Les gens disent que son fantôme continuera de hanter les pièces et les couloirs de cette maison aussi longtemps que le meurtrier ne sera pas condamné. Pour la police, à l'époque, il n'y avait aucun doute sur le criminel. Tout accablé, Lizzie Borden, cette jeune fille de bonne famille, mais qui détestait sa belle-mère. Ce qui est étrange, c'est que lors du procès en 1893, ni Lizzie Borden, ni sa sœur, ni même la domestique alors présente le jour du crime ne diront ce qui s'est passé ce jour-là.
Alors que l'horrible massacre à la hache de 1892 demeure une véritable énigme, la sanglante maison Borden va très vite semer la peur à Fall River. C'est dans cet endroit que l'on dit hanté que Martha McGinn ouvre en 1996 un bed and breakfast. La propriétaire n'imaginait pas être rattrapée par le passé de la maison. En 1996, lorsque Martha McGinn inaugure son projet de chambre d'hôte, elle entend très clairement se faire un maximum d'argent sur la légende qui entoure cette maison. Martha McGinn décide de baptiser son projet de maison d'hôte la maison Lizzie Borden. 6 suites réparties sur 3 étages, et dès le début, c'est un véritable succès. Tout le monde veut dormir là où Abby Borden a été assassinée. Ce qui trouble les gens lorsqu'ils entrent dans cette maison, c'est que c'est un réel bond dans le passé. Ils se retrouvent projetés brutalement le 4 août 1892. On sait que Martha McGinn s'est aidée des photos qui ont été prises par la police le jour du meurtre pour reproduire à l'identique la maison telle qu'elle l'était à l'époque. Grâce à ces photos, elle a également pu retrouver les objets authentiques qui appartenaient à la famille Borden. Sauf que pour certains experts du paranormal, le fait de replacer des objets avec toute l'énergie négative qu'ils ont accumulée pourrait permettre d'ouvrir une porte vers les événements qui se sont déroulés en 1892. La première personne qui va être témoin de phénomènes étranges, c'est une femme de chambre qui travaille dans le bed and breakfast. Cette employée s'appelle Kerry Roderick et cette jeune femme va expliquer que juste après son embauche, elle va assister à un phénomène inexplicable dans la chambre où Abby Borden a été assassinée. Kerry Roderick raconte que sur le lit qu'elle venait à peine de faire, elle a clairement repéré comme une empreinte d'une personne, comme si quelqu'un venait de se coucher. Ce jour-là, elle va tellement avoir peur qu'elle va se sauver de la maison. Kerry Roderick ne croyait pas du tout aux histoires de fantômes, mais elle acceptera de raconter ce qu'elle a vécu devant les caméras d'une célèbre émission américaine. J'étais en train de terminer ma dernière chambre, j'ai fait le lit et nettoyé le reste de la pièce, et quand je me suis retournée, j'ai vu l'empreinte parfaite de quelqu'un allongé sur le lit. J'ai eu tellement peur que je suis restée tétanisée plusieurs secondes. J'ai regardé partout autour de moi et je me suis enfuie. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Kerry Roderick sera tellement choquée qu'elle quittera son emploi le jour même et elle refusera de revenir dans la maison, y compris pour toucher son salaire. D'autres employés qui, eux aussi, ne croyaient pas vraiment à ces histoires, vont commencer à raconter entendre des bruits, des murmures et même des sanglots dans certaines pièces de la maison. Certains iront même jusqu'à raconter voir un nuage de fumée provenir de la cuisine, alors qu'il n'y a personne à ce moment-là. Alors que les témoignages des employés se multiplient, Martha McGinn demande l'aide de Catherine Ramsland, une professeure d'université renommée. Lors de sa visite en 1996 dans l'inquiétante maison Borden, un terrifiant phénomène va se produire dans le sous-sol de la propriété. Quand Martha McGinn sollicite Catherine Ramsland, elle veut savoir si cette maison est véritablement hantée. Elle a aussi en tête de savoir si les phénomènes ont réellement un lien avec le massacre de 1892. Catherine Ramsland est professeure en psychologie médico-légale, mais également en justice pénale dans l'université d'ESAL en Pennsylvanie. Cette universitaire collabore avec la justice américaine, notamment sur des affaires de tueurs en série. Mais Catherine Ramsland est également très connue pour avoir écrit de nombreux ouvrages ayant lien avec le paranormal. Quand Catherine Ramsland se rend à Fall River en 1996, elle est ravie. Pour elle, c'est un formidable terrain de jeu. Un crime non élucidé, des phénomènes paranormaux, elle se réjouit de découvrir cet endroit. Sauf que lorsqu'elle va visiter la maison avec Martha McGinn, les deux femmes vont se faire la peur de leur vie. Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, ce n'est pas dans le salon où se trouvait le fameux canapé de la mort ou dans la chambre d'Abby Borden qui va se passer un phénomène étrange, mais c'est dans la cave. Si Martha McGinn a demandé à Catherine Ramsland de descendre au sous-sol, c'est parce qu'elle y avait vécu quelque chose dont elle n'avait jamais osé parler avant 1996. Du temps où la maison appartenait encore à la grand-mère de Martha McGinn, il se trouve que Martha a vu un fantôme dans la cave.
Elle décrit alors avoir vu l'apparition d'une femme en robe d'époque victorienne. Martha McGee n'avait jamais osé en parler car elle se disait que personne ne la croirait et elle avait peur qu'on la prenne pour une folle. C'est justement dans cette cave qu'en 1996, Catherine Ramsland et la propriétaire vont enregistrer un drôle de son, comme une voix sortie de l'au-delà. Les deux femmes vont tellement avoir peur qu'elles vont avouer s'être enfuies du sous-sol. Pour certains, cet enregistrement est la preuve irréfutable que cette maison est véritablement hantée. L'étrange maison du massacre de Fall River est-elle hantée par les fantômes d'Andrew et Abby Borden? Près de 130 ans après la tragédie, une troublante vidéo filmée en 2017 à l'intérieur de cette propriété va relancer cette incroyable théorie. De 1996 à aujourd'hui, il y a vraiment eu beaucoup de monde qui sont passés par ce bed and breakfast et forcément beaucoup d'histoires circulent. On raconte que si certains clients ont passé une nuit tranquille, d'autres se seraient carrément enfuis. On évoque toute forme de phénomènes. Les lumières qui s'allument, qui s'éteignent, des bruits de pas, des portes qui claquent, évidemment des chutes de température inexpliquées. On parle d'objets qui se déplacent ou d'alarmes d'incendie qui se déclenchent toujours à la même heure, vers 3 h du matin. En 2017, c'est le 3e étage de la maison qui va faire parler de lui. Sous les combles se trouve l'ancienne chambre de Bridget Sullivan. Elle était la gouvernante de la famille Borden et aujourd'hui encore, on la soupçonne d'avoir été la complice du double meurtre. L'ancienne chambre de Bridget Sullivan a été louée en 2017 par une touriste de Chicago. Et ce que va filmer cette touriste avec son téléphone portable ce soir-là n'a toujours pas trouvé d'explication. On distingue sur cette vidéo très courte une sorte de nuage laiteux en suspension au-dessus du lit. Cette jeune touriste américaine va poster sa vidéo sur Internet et demander si ce qu'on y voit correspond à quelque chose d'explicable ou de rationnel. Plus de 3 ans après, personne n'a véritablement levé le mystère de ce qui apparaît sur cette vidéo. Et ce film très court va contribuer à la sinistre réputation de la maison Borden. Que ce soit un phénomène paranormal ou non, toutes les personnes qui passent par cette maison sont d'accord pour dire qu'il en émane quelque chose de vraiment glaçant. On peut ne pas croire aux fantômes, mais passer la nuit sur place, c'est quand même dormir dans un endroit où 2 personnes ont été massacrées à la hache. Certains disent aujourd'hui que c'est la tristesse qui pousse Andrew et Abby Borden à se manifester aujourd'hui pour dénoncer Lizzie Borden, qui jusqu'à sa mort en 1927 restera impunie. Presque 130 ans après ce terrible meurtre, l'inquiétante maison de Fall River attire chaque année des milliers de curieux fascinés par la plus grande énigme criminelle américaine et ses étranges histoires de fantômes. Beaucoup espèrent assister à l'un des nombreux phénomènes inexpliqués qui, depuis la tragédie du 4 août 1892, plane sur cet endroit à la macabre réputation. Lors de sa sortie en 1984, le célèbre film hollywoodien L'Expérience de Philadelphie a marqué des générations de cinéphiles. Ce film racontait comment, en 1943, une expérience secrète de la marine américaine visant à rendre ses bateaux invisibles avait par erreur projeté en 1984 un navire et tout son équipage. Véritable expérience aux frontières de l'invisible ou légende urbaine? Obligée de se justifier, l'armée américaine elle-même est allée jusqu'à enquêter. En 1984, le célèbre film L'Expérience de Philadelphie révélait l'incroyable existence d'un projet militaire visant à rendre des navires totalement invisibles. L'idée que l'US Navy aurait testé des expériences de téléportation se répand. Cette expérience aurait été menée par la marine militaire américaine le 28 octobre 1943 et aurait eu des conséquences désastreuses. À quels étranges phénomènes les marins de l'USS Eldridge auraient-ils été confrontés lors de cette expérience inédite? On raconte que des marins seraient devenus invisibles, d'autres fous et que certains auraient fusionné avec la carlingue. Clairement, on laisse entendre que l'USS Eldridge aurait voyagé dans le temps et sur un court espace de 10 minutes. Véritable expérience paranormale de téléportation qui aurait mal tourné ou légende basée sur des projets militaires top secrets?
L'attitude de l'armée américaine démontre qu'elle est embarrassée et qu'elle aurait peut-être quelque chose à cacher. L'US Navy reconnaît cependant qu'en octobre 1943, à Philadelphie, elle a mené des expérimentations pour rendre ses navires de guerre invisibles. Retour sur l'incroyable affaire appelée l'expérience de Philadelphie. Un voyage aux frontières de l'invisible. En 1984, le film L'expérience de Philadelphie sort sur les écrans de cinéma du monde entier. Les spectateurs découvrent stupéfaits que le scénario de 2 soldats de la Seconde Guerre mondiale, téléportés en 1984, serait basé sur une véritable expérience militaire qui aurait mal tourné. Quand le film L'expérience de Philadelphie sort le 3 août 1984, personne n'imagine alors l'incroyable impact qu'il aura sur toute une génération. Ce film va laisser entendre la possible existence au sein de l'armée de véritables projets scientifiques à la limite du paranormal. L'expérience de Philadelphie, réalisée par Stewart Rhofield, raconte l'histoire d'une expérience militaire qui, en 1943, va faire disparaître les navires alliés des radars ennemis. Un test effectué sur l'USS Eldridge tourne mal et projette 2 marins accidentellement 40 ans plus tard, en 1984. Quel jour on est? On est le 17. Quelle année? Comment quelle année? 1984. Les scénaristes de l'expérience de Philadelphie, qui va sortir en 1984, se sont inspirés d'un bouquin, Philadelphia Experiment, et qui a été écrit par un certain Charles Berlitz. Ce livre raconte l'histoire d'une expérience militaire qui s'est déroulée à Philadelphie en 1943. Et cette expérience vise à rendre totalement invisibles les navires de guerre. Ce projet top secret, qui aurait eu comme nom de code projet Rainbow, projet Arc-en-Ciel, aurait été abandonné suite à la disparition inexpliquée et à la mort de plusieurs militaires américains. Imaginez la tête des spectateurs qui vont au cinéma et qui, en 1984, découvrent que l'expérience de Philadelphie serait tirée de faits réels. À l'époque, ce film fait grand bruit, tout le monde s'interroge. La téléportation de l'USS Eldridge en 1943 a-t-elle envoyé accidentellement des Marines américains dans le futur? Que s'est-il vraiment passé en 1943 dans le port de Philadelphie? L'armée américaine a-t-elle vraiment procédé à une expérimentation secrète aussi dangereuse que surnaturelle? La première fois qu'on va en parler, c'est en 1955, par la plume d'un certain Maurice Ketchum Jessup. Cet Américain est diplômé de l'Université du Michigan. Il est notamment connu pour avoir publié des ouvrages sur la gravitation, mais aussi sur le phénomène OVNI. Au printemps 1955, cet astronome reçoit plusieurs lettres d'un ancien militaire prénommé Carlos Miguel Allende qui souhaite lui fournir des informations confidentielles. Cet homme prétend avoir été témoin en 1943 de l'apparition dans le port de Norfolk d'un contre-torpilleur, l'USS Eldridge. Il raconte que depuis le pont du navire marchand où il se trouvait, le SS Andrew 407, il a vu se matérialiser le navire avec ses marins à bord. Maurice Jessup va enquêter plusieurs mois et va révéler dans l'un de ses ouvrages l'existence de cette supposée expérience. Le destroyer USS Eldridge, avec ses hommes à bord, aurait été rendu invisible, se serait téléporté dans le port de Norfolk à 320 km de son point initial. Cette expérience aurait été menée par l'armée américaine le 28 octobre 1943 et aurait eu des conséquences désastreuses. Parmi ces marins, certains sont devenus fous, d'autres ont carrément pété les plombs, et puis surtout, on dit que certains auraient même fusionné avec la carlingue. On va même jusqu'à affirmer que cette opération aurait obligé l'armée à réaliser des lavages de cerveau de tout l'équipage pour garder ce fiasco secret. Personne ne sait si ce qu'affirme Maurice Jessup est vrai lorsqu'il sort son livre en 1955, mais l'idée que l'US Navy aurait testé des expériences de téléportation se répand. Clairement, on laisse entendre que l'USS Eldridge aurait voyagé dans le temps pendant un court laps de 10 minutes.
Véritable expérience top secrète menée par les États-Unis ou simple légende tirée de l'imagination d'un auteur de science-fiction? Informée à l'époque de ces accusations, l'armée américaine va très vite réagir. Alors la marine va commencer à démentir très mollement ce qui se trouve dans le livre de Maurice Jessup. On a presque le sentiment que l'armée américaine veut dissimuler l'expérience. Que cette expérience de téléportation ait eu lieu ou non, le doute va s'installer pour très longtemps et pour plusieurs raisons. En 1957, quand l'armée prend connaissance du livre de Maurice Jessup, elle décide de le convoquer à Washington. Maurice Jessup a été interrogé à l'Office militaire de recherche navale et d'après ce qu'on sait, il a dû expliquer comment il a eu accès aux informations contenues dans ce livre. Quand Jessup révèle qu'il a eu ces informations par un ancien militaire, Carlos Miguel Allende, l'armée va tout faire pour retrouver cet homme. Elle va même aller jusqu'à éditer par une société d'édition qui est basée au Texas quelques exemplaires du bouquin en espérant faire sortir ce fameux Carlos Miguel Allende de sa cachette, mais en vain, elle ne le retrouvera jamais. Toute cette dépense d'énergie pour retrouver cet informateur va quand même paraître très suspecte. Pourquoi, si tout cela est faux, comme le dit l'armée, pourquoi elle dépenserait de l'argent pour aller retrouver ce fameux Carlos Miguel Allende? C'est une vraie question. Accusé de vouloir cacher l'existence d'un projet secret à l'origine de la mystérieuse disparition de marins à bord de l'USS Eldridge, la marine américaine va livrer sa propre version des faits. La Navy, dans cette histoire, va faire face à de terribles accusations et les autorités militaires vont décider de communiquer officiellement pour mettre fin aux rumeurs. Devant toutes les zones d'ombre et les accusations qui viennent de partout, l'armée va être obligée de donner l'accès au journal de bord de l'USS Eldridge. Elle affirme, preuve à l'appui, qu'entre le 18 octobre et le 1er novembre 1943, ce navire était basé à New York. Il est donc impossible que cette expérience ait eu lieu, puisque le bateau n'était pas à quai à Philadelphie. Malgré cette mise au point, le doute va persister, surtout que la marine va confirmer un élément contenu dans le livre, la disparition de plusieurs marins de l'USS Eldridge. Ça va poser problème, parce qu'effectivement, on peut imaginer que tout est faux, mais pourquoi ces marins ont disparu? Alors, l'armée, plus tard, dira que ces marins ont disparu lors d'exercices militaires, mais qui n'ont rien à voir avec une soi-disant expérience d'invisibilité. L'armée a beau se justifier, un autre événement va contribuer à nourrir les soupçons de mensonge. Le 20 avril 1959, Maurice Jessup, 59 ans, est retrouvé mort, asphyxié dans sa propre voiture. En fait, on va le retrouver dans un parc de Miami. Tout ressemble à un suicide. Bien évidemment, les plus curieux diront qu'on l'a peut-être aidé à se suicider. D'autant qu'il avait annoncé quelques jours auparavant qu'il avait de nouvelles révélations à faire sur l'expérience de Philadelphie. Si sa mort est considérée comme suspecte, c'est que l'un de ses proches a décidé de témoigner. Cet homme s'appelle Monson Valentine, il est médecin. Et il dira que Maurice Jessup lui a dit être inquiet pour sa vie, qu'il avait la sensation d'être suivi et qu'on voulait attenter à ses jours. Tous ces éléments, ajoutés les uns aux autres, vont alimenter les soupçons. L'histoire d'une expérience secrète qui aurait mal tourné à Philadelphie va perdurer. Quelles étranges révélations Maurice Jessup s'apprêtait-il à faire avant sa mort? Alors que 25 ans plus tard, Hollywood jette la lumière sur cette incroyable histoire, en 1990, un nouveau témoin se manifeste. Il s'appelle Alfred Bielek et affirme avoir participé à la mystérieuse expérience de Philadelphie. Le 13 janvier 1990, lors d'une conférence de presse à Dallas, au Texas, un dénommé Alfred Bielek va affirmer aux journalistes présents qu'il faisait partie de l'équipage de l'USS Eldridge en 1943. Cet homme affirme avoir participé et survécu à l'expérience de Philadelphie. Ce qui paraît incroyable, c'est que ce témoin autoproclamé soutient la version telle qu'elle a été décrite dans le film. À l'origine, ce projet avait pour nom le projet d'invisibilité.
Cet homme raconte toutes sortes de choses très détaillées. Ce même jour, ce 13 janvier 1990, jour de la conférence de presse, il dira donc qu'il était sur le bateau lors de l'expérience avec son frère et que son nom, c'est pas Alfred Bielek, mais Edward Cameron. Il prétend aussi que l'expérimentation aurait commencé le 12 août 1943 et qu'elle aurait eu des conséquences désastreuses pour les marins à bord. Il y a beaucoup de monde lors de cette conférence de presse et Alfred Bielek n'y va pas par le dos de la cuillère et il va, lui aussi, dire que la véritable expérience de Philadelphie était bien de rendre invisible le USS Eldridge, mais surtout de travailler sur le voyage dans le temps. Exactement comme dans le film sorti en 1984, et la réalité dépasse la fiction. Chose incroyable, tout cela va être repris par les grands médias américains. Et la presse va mandater quelques journalistes pour enquêter et on va s'apercevoir, en tout cas certains des journalistes vont s'apercevoir qu'en 1943, un certain Albert Einstein, connu pour ses travaux sur la relativité du temps, aurait travaillé sur l'expérience d'invisibilité et de voyage dans le temps. Et devinez où? À Philadelphie. Sauf qu'Alfred Bielek va commencer à évoquer des histoires absolument loufoques. Il parle de voyage dans le temps qui l'aurait amené jusqu'en 2147. Là, c'est le discrédit absolu. Bien sûr, on le prend pour un fou, pour un mythomane. L'armée, elle voit là l'occasion pour elle de se blanchir. C'est du pain béni pour elle. Donc Bielek va être totalement discrédité. Pour tous ceux qui espéraient voir en cet homme un témoin crédible des événements de 1943, c'est la douche froide. On va commencer à dire que cette histoire d'expérience paranormale n'est qu'une légende urbaine et qu'il ne s'est rien passé à Philadelphie. Sauf que si on sait désormais avec certitude qu'Alfred Bielek n'a pas servi sur l'USS Eldridge en 1943, on va découvrir en novembre 2000 qu'il y a bien eu des expérimentations en 1943 sur des navires de guerre dans le port de Philadelphie. C'est la Navy elle-même qui va le confirmer le 28 novembre 2000. Si tout porte à croire que l'incroyable expérience menée en Pennsylvanie en 1943 relève de la légende urbaine, la marine américaine va publier, en date du 28 novembre 2000, les conclusions d'une enquête interne. Elle révèle la véritable expérience menée le 28 octobre 1943 dans le port de Philadelphie. Tout ce qu'ont dit les témoins a été passé au peigne fin. Les lieux, les dates et même le nom des bateaux cités dans cette affaire. Prenez ce navire, l'USS Eldridge, l'armée va publier les carnets de bord, les certificats de navigation, elle va même publier des films d'archives pour prouver que ce navire n'a pas pu participer à l'expérience de Philadelphie et encore moins le 28 octobre 1943. On apprend aussi dans ce rapport la réelle existence du SS Andrew Furset sur lequel Carlos Miguel Allende dit avoir vu l'apparition du fameux USS Eldridge. Sauf que le 28 octobre 1943, date à laquelle aurait eu lieu l'expérience de Philadelphie, le navire a quitté le port de Norfolk depuis 3 jours. Malgré toutes ces informations, l'US Navy va quand même affirmer qu'en 1943, au mois d'octobre, elle a bien fait des expériences sur l'invisibilité. À Philadelphie, en 1943, la marine américaine travaillait bien à rendre ces navires invisibles, mais pas à l'œil humain tel qu'on pourrait le comprendre. La marine voulait rendre ces navires de guerre invisibles aux capteurs de mines magnétiques, c'est-à-dire en démagnétisant ces navires grâce à d'énormes câbles chargés en électricité. On sait aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de projet militaire visant à téléporter ou à rendre invisibles des navires. C'est de la science-fiction. Dans cette affaire, vous prenez des éléments bien réels que vous mélangez à des témoignages plus ou moins vérifiables et vous obtenez l'une des plus incroyables légendes urbaines qui n'ait jamais existé. Le désormais célèbre navire militaire USS Eldridge, qui a nourri des années durant les fantasmes d'un improbable voyage dans le temps, a été vendu à l'armée grecque en 1996. Depuis, on prétend que ce bateau, auréolé d'une étrange réputation, aurait bel et bien disparu en mer Méditerranée, sans aucune explication. Malgré les preuves apportées par l'armée américaine quant à l'inexistence du projet Rainbow, la mystérieuse légende qui plane sur ce navire semble ne jamais devoir cesser. En 2001, un couple d'Américains réalise son rêve.
Pour un peu plus d'1 million d'euros, ils deviennent les heureux propriétaires d'un charmant petit hôtel-restaurant situé à seulement 2 heures de New York. Mais derrière cette apparente bonne affaire se cache un endroit étrange. Des phénomènes inexpliqués se déroulent dans la chambre numéro 12 et les employés, terrifiés, prétendent qu'elle est hantée. On l'appelle le Point Lookout Mountain. Et ce qu'ont vécu les nouveaux propriétaires de ce petit hôtel américain a bouleversé leurs croyances. Tout ce qu'ils vont vivre dans cet hôtel durant 9 ans va les convaincre d'une chose effrayante. Oui, il est possible que des gens morts restent prisonniers d'un lieu et viennent le hanter. À quels effrayants phénomènes les employés de cet hôtel isolé ont-ils été confrontés? Les employés disent trouver régulièrement la télé et la lumière allumées. Or, cette chambre est fermée à clé et elle est inoccupée. Le personnel évoque aussi des objets qui se déplacent sous leurs yeux. Quelle étrange légende plane sur l'énigmatique et terrifiante chambre numéro 12. On prétend qu'une jeune femme aurait été assassinée ici dans la chambre 12 par son petit ami. On raconte partout que cet hôtel est hanté et quelque chose d'invisible s'en prend aux clients. Retour sur les phénomènes inexpliqués du Point Lookout Mountain. Cet hôtel que l'on dit hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Nous sommes aux États-Unis, à Windham, une petite ville située au cœur de l'État de New York. C'est là qu'en juin 2001, Ron et Lori Landstrom prennent possession d'un hôtel racheté quelques mois plus tôt. Ce couple sans histoire ignore encore que cet endroit, à la vue imprenable, est en réalité un endroit hanté. Ron et Lori Landstrom, ils ont une quarantaine d'années et en juin 2001, ils vont réaliser le rêve de toute une vie, devenir propriétaires d'un hôtel. Ron Landstrom, commercial dans l'automobile, veut, tout comme sa femme d'ailleurs, changer de vie. Il va donc racheter pour 980 000 $ un hôtel situé à 2h30 de New York. Un hôtel qui a pour nom le Point Lookout Mountain. Cet endroit, construit en 1920, se situe dans la région qu'on appelle les Catskills. Cet hôtel comporte 14 chambres, sa salle de restaurant et puis notamment une terrasse avec une vue imprenable et c'est ce qui a charmé le couple. Sauf que cette vue imprenable, les Landstrom vont découvrir peu à peu qu'elle s'ouvre aussi sur un endroit peu attirant, l'au-delà et ses fantômes. Pas un instant, ces gens ordinaires n'auraient un jour imaginé que leur nom serait associé à une histoire de lieu hanté. Quand les Landstrom rachètent l'hôtel, ils réembauchent les anciens employés. Aucun de ces employés n'a osé leur dire les choses étranges qui se déroulaient dans cet hôtel. Personne n'avait envie de faire fuir les propriétaires et donc de perdre son travail. Et donc chacun a décidé de garder le silence. Quels étranges phénomènes les employés du Point Lookout Mountain refusent-ils d'évoquer? Alors qu'à l'été 2001, Ron et Lori Landstrom ignorent ce que cache cet étrange hôtel, les nouveaux propriétaires vont faire face à plusieurs événements inexpliqués. C'est un couple qui n'a jamais vraiment cru aux fantômes. Pour eux, ce sont des histoires qu'on raconte aux enfants, c'est du folklore. Ces gens vont pourtant voir leur vie glisser très progressivement vers quelque chose qui les dépasse totalement. Tout ce qu'ils vont vivre dans cet hôtel durant 9 ans va les convaincre d'une chose effrayante. Oui, il est possible que des gens morts restent prisonniers d'un lieu et viennent le hanter. Cette chose complètement étrangère à Ron et Lori Landstrom va devenir pour eux une réalité. Au départ, ce sont des impressions très subtiles. Lori Landstrom raconte par exemple qu'elle se sent observée lorsqu'elle est totalement seule. Cette Américaine affirme aussi entendre des voix provenir de la pièce d'à côté, pourtant vide. Avec le recul, les nouveaux propriétaires raconteront aussi comment leur chat s'est mis à avoir une attitude extrêmement bizarre. Cet animal semblait suivre régulièrement des yeux quelque chose d'invisible et de s'enfuir terrorisé.
Alors il n'y a pas que le chat qui se comporte bizarrement, puisque Laurie Landstrom constate que les employés n'osent pas rentrer dans la chambre 12. Cette pièce fait apparemment très peur, mais personne n'ose en parler. Jusqu'à ce jour où la chambre 12 se met à dégager une odeur épouvantable, une odeur de cadavre. Laurie et Ron Landstrom vont tout faire pour comprendre d'où vient cette odeur. Ils vont tout démonter, moquettes, planchers, faux plafonds, en se disant qu'il y a peut-être un animal mort quelque part. Ils ne trouveront aucune explication rationnelle. Cette chambre 12, à cause de cette odeur, va rester inoccupée jusqu'en 2009, mais les langues vont se délier. Face à l'inquiétude grandissante de Ron et Laurie Landstrom, les employés de l'hôtel décident de briser le silence. Ils leur révèlent que le Point Lookout Mountain est le théâtre, depuis de nombreuses années, de phénomènes surnaturels inexpliqués. Quand les employés de l'hôtel détaillent au couple Landstrom ce qui se passe ici, ils tombent de haut. Le couple Landstrom se pose des questions et interroge les employés qui vont lui répondre « Vous avez acheté un hôtel hanté ». Ce couple découvre d'ailleurs qu'une rumeur assez macabre court sur cet endroit. Dans la région, on raconte que dans cet hôtel, un meurtre non élucidé a eu lieu dans les années 20. On prétend qu'une jeune femme aurait été assassinée ici dans la chambre 12 par son petit ami. La raison pour laquelle les employés ne veulent pas rentrer dans la chambre 12, ce n'est pas seulement à cause de l'odeur pestilentielle ou même à cause de l'histoire de meurtre, c'est à cause d'événements inexpliqués. Régulièrement, les employés disent trouver la télé et les lumières allumées. Or, cette chambre est inoccupée et surtout est fermée à clé. Le personnel évoque aussi des objets qui se déplacent sous leurs yeux ou même des visages qui apparaissent dans les miroirs. On parle aussi de phénomènes dans le reste de l'hôtel. Ils disent ressentir des chutes brutales de température dans certaines pièces et, plus effrayant encore, ils disent voir des ombres se déplacer. Les Landstrom ont du mal à croire que l'hôtel dans lequel ils ont investi plus de 980 000 $, c'est-à-dire plus d'1 million d'euros, soit un hôtel hanté. Le témoignage de leur nièce venue travailler ici durant l'hiver 2006 les convainc qu'il se passe des choses surnaturelles dans cet hôtel. Cette jeune femme, elle s'appelle Katie Landstrom et un soir, elle va avoir tellement peur qu'elle refusera de passer une nuit de plus dans cet hôtel. La jeune fille, terrorisée, expliquera à ses proches qu'elle a vu dans le couloir qui dessert les chambres une apparition fantomatique. Katie Landstrom décrit une silhouette blanche, un peu brumeuse et qui flotte à quelques centimètres au-dessus du sol. Et surtout, précise-t-elle, cette apparition se trouve juste devant la chambre 12. Cet épisode va troubler le couple Landstrom. Ils raconteront d'ailleurs qu'après cet épisode, ils ont pensé quitter cet endroit. Le problème, c'est qu'ils ont un crédit sur les bras de plus d'1 million $. Alors non seulement ils vont rester, mais surtout, ils vont tout faire pour ne pas ébruiter l'affaire. En effet, si les Landstrom imposent à tous le silence de peur de voir fuir la clientèle, en février 2009, 3 ans après l'étrange phénomène vécu par Katie Landstrom, un nouvel événement va nécessiter l'intervention de la police. Les fantômes du Point Lookout Mountain vont brutalement ressurgir dans la chambre 12. Jusqu'en 2009, la fameuse chambre 12 était la seule parmi les 14 chambres à ne jamais être proposée à la clientèle. Or, en février 2009, un couple va y dormir pour la première fois en 8 ans, pour son plus grand malheur. L'hôtel est proche de la station de ski de Windham et ce soir de février 2009, ce couple qui n'a trouvé aucun hôtel où dormir insiste pour avoir une chambre. Il en reste une, c'est la chambre numéro 12 qui n'a jamais été louée jusqu'à présent. Et Ron et Laurie vont se voir un petit peu obligés de leur louer cette chambre, mais ils sont très inquiets de savoir comment la nuit va se passer. D'après le rapport de police établi ce soir-là, tout va s'enchaîner à partir de 21 h. Une femme de chambre aurait averti Laurie et Ron Landstrom que des hurlements proviennent de la chambre 12. Ce soir-là, tout le monde à l'hôtel a repensé à cette histoire de meurtre qui se serait déroulée dans les années 20. Cette chambre, elle est comme maudite et pour la première fois depuis longtemps, un couple y loge.
Laurie Landstrom dira qu'après plusieurs minutes de cris insoutenables, la porte va s'ouvrir et qu'elle va découvrir le client véritablement possédé. La police, elle va être obligée d'intervenir, le client étant devenu incontrôlable et à deux doigts de frapper Ron Landstrom. Le sergent de police Thomas Planck raconte ce soir-là avoir fait face à une situation assez étrange. Cet homme, hors de contrôle, va soudainement se calmer en sortant de la chambre 12. Plus curieux, il ne se souvient plus de rien et surtout, il ne comprend pas ce qui se passe. Dès le lendemain, dans la petite ville de Windham, tout le monde est au courant de l'affaire. On raconte partout que cet hôtel est hanté et quelque chose d'invisible s'en prend aux clients. Alors que très vite, la sinistre réputation du Point Lookout Mountain se répand dans toute la région, en décembre 2010, Ron et Laurie Landstrom demandent de l'aide auprès d'experts en paranormal venus de Pennsylvanie. L'incroyable expérience menée ce jour-là va crédibiliser l'effrayante légende qui court sur cet étrange hôtel. Le 19 décembre 2010, le couple veut tirer cette affaire au clair et décide de faire appel à l'association paranormale de Pennsylvanie. Les Landstrom veulent véritablement savoir ce qui se passe dans cet hôtel et surtout, ils veulent se débarrasser de ces phénomènes. Pourquoi? Eh bien, les clients commencent à fuir l'hôtel. 9 membres de cette association vont passer près de 8 heures dans l'hôtel, dont une partie de la nuit. Ils sont venus avec des caméras, des enregistreurs de fréquences électromagnétiques et des micros qu'ils placent à peu près partout dans l'hôtel. Au final, rien du tout, les caméras n'ont rien enregistré, il s'est absolument rien passé, il n'y a eu aucune activité. Sauf que l'association est venue ce jour-là avec une médium qui s'appelle Virginia Centrillo. Tout le monde veut savoir si, oui ou non, les odeurs qui émanent de cette chambre sont liées aux fameux meurtres commis dans les années 20. L'association a demandé à la médium d'éclaircir les circonstances du crime et son endroit exact à l'intérieur de la chambre 12. Virginia Centrillo se livre alors à une séance de médiumnité dans la sinistre chambre 12. Elle affirme qu'une jeune femme est effectivement morte dans cette chambre et d'ailleurs, elle désigne un coin bien précis. Contrairement à la légende, la médium précise que cette femme qu'elle voit vêtue de blanc n'aurait pas été assassinée par son petit ami. Virginia Centrillo évoque plutôt une jeune femme qui se livrait à la prostitution et qui serait morte d'une overdose. L'énigmatique chambre 12 est-elle porteuse d'une légende macabre? Ou a-t-elle été le théâtre d'un véritable drame à l'origine de phénomènes paranormaux? Ce que vont découvrir Ron et Laurie Landstrom ce 10 décembre 2010 va profondément les bouleverser. Virginia Centrillo, la médium, peut raconter ce qu'elle veut, mais il n'y a absolument rien qui prouve ses dires. On va faire appel en fait à une autre association qui met à disposition des chiens spécialisés dans la détection de cadavres humains. Ces 2 chiens ont été emmenés par la Rescue International, un organisme de renommée mondiale qui intervient sur les grandes catastrophes. Ce qu'ont révélé ces chiens de la fameuse chambre 12 est proprement hallucinant. Et cette expérience, elle a été filmée. Imaginez que ces 2 chiens lâchés dans la chambre 12 s'arrêtent clairement à l'endroit qui a été désigné par cette médium, Virginia Centrillo. Leur attitude donc laisse supposer qu'il y a eu clairement ici un cadavre, ou en tout cas beaucoup de sang. Si on est certain que c'est un cadavre humain et pas celui d'un animal, c'est qu'un chien non spécialisé a lui aussi été lâché dans la chambre et qu'il n'a rien reniflé d'anormal. Ce qui est troublant, c'est que l'expérience menée avec ces 2 chiens confirme une partie de la sinistre légende qui entoure cet hôtel. Quelqu'un a bien perdu la vie dans cette énigmatique chambre 12. Et aussi étrange que cela puisse paraître, son fantôme semble bien hanter la pièce et ses alentours. En 2012, 2 ans après ces incroyables révélations, Ron et Laurie Landstrom se sont définitivement séparés de cet étrange hôtel. Terriblement frappé à l'époque par l'ouragan Sandy, l'hôtel maudit de la petite ville de Windham a depuis changé de nom. Entièrement rénové, personne ne sait si les nouveaux propriétaires ont décidé de proposer la terrifiante chambre 12 à la clientèle.